envie d'en apprendre plus sur le droit? Besoin de réviser une notion? Alors bienvenue sur ce podcast dédié au droit par Hélène et Philine. Bienvenue au bon endroit. Bonjour à tous! Le mariage vous fait sûrement rêver. Quand on vous dit mariage, vous pensez peut-être à robe blanche, célébration, bouquet, banquet, le fameux oui ou encore lune de miel. Il est vrai qu'on ne pense pas directement à officier d'état civil, consensualisme, union illicite, devoir personnel ou encore solidarité des dettes ménagères. Mais pas de panique! Si vous avez prévu de vous marier bientôt ou alors tout simplement qu'il s'agit de votre programme de L3, vous êtes ici au bon endroit pour comprendre tous les aspects juridiques du mariage. Qu'est-ce que le mariage? Le mariage est une notion difficile à définir. Le législateur n'y est d'ailleurs pas parvenu et n'appréhende le mariage que par ses conditions. Il est cependant clair que le mariage est une union. Mais cette union diffère tellement selon les époques et les sociétés qu'il faut se concentrer sur la vision contemporaine française du mariage pour ce qui nous concerne. Il s'agit donc d'une union entre deux personnes, le mariage français n'étant pas polygame, deux personnes de sexe différent ou de même sexe depuis peu. Il s'agit également d'une union contractuelle et civile, qui a pourtant longtemps été religieuse en France. Aujourd'hui, un ministre de culte qui célèbre un mariage avant la cérémonie républicaine commet un délit pénal. Le mariage se célèbre dès lors obligatoirement devant une figure de l'autorité publique, l'officier d'état civil. Chacun a ensuite sa vision propre du mariage, la vision juridique reste restreinte et changeante. Le mariage est un droit fondamental, protégé par plusieurs textes, dont la Constitution, dans les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen faisant partie du bloc de constitutionnalité, ainsi qu'à l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais alors, qui peut se marier et avec qui? Tout le monde peut se marier à partir de l'âge de 18 ans révolu. Cet âge est prévu à l'article 144 du Code civil. Il y a cependant une exception prévue à l'article 145, à cet âge qui comprend deux conditions, le consentement familial et une dérogation du procureur de la République. Sinon, tout le monde peut donc décider de se marier, avec tout de même cette exigence du consentement qui pose parfois problème avec les personnes placées sous tutelle, mais qui gardent tout de même le droit de se marier. Alors tout le monde peut se marier, mais est-ce que tout le monde peut se marier avec tout le monde? La réponse est évidemment négative. Si depuis la loi du 17 mai 2013, 2 femmes et 2 hommes peuvent désormais se marier, il reste d'assez nombreux empêchements à mariage aux articles 161 à 165 du Code civil. Il y a d'abord un empêchement absolu à mariage entre parents proches en ligne directe et en ligne collatérale, soit entre parents-enfants, grands-parents-enfants et entre frères et sœurs. Il y a ensuite des empêchements relatifs, entre oncle ou tante et neveu ou nièce, car cet empêchement peut être relevé par le président de la République pour des causes graves. Il y a également des prohibitions entre alliés en ligne directe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas épouser son ancien beau-père ou belle-mère, beau-fils ou belle-fille, mais également parâtre ou marâtre et gendre ou bru. Alors, pour ces derniers, il faut savoir qu'il peut s'agir d'un empêchement relatif si la personne qui a créé le lien est décédée. S'il est vivant, c'est donc censé être un empêchement absolu. Mais dans la jurisprudence, ce n'est pas toujours si simple. En effet, la Cour de cassation, le 4 décembre 2013, n'a pas annulé le mariage entre un parâtre et sa bru, car le mariage avait duré 20 ans sans opposition, des enfants étaient nés de leur union et que la nullité n'a été demandée qu'au moment d'une succession. Cela aurait été contraire au respect de leur vie privée d'annuler le mariage selon la Cour. Cependant, elle a rendu une décision inverse le 8 décembre 2016, car le mariage cette fois-ci n'avait duré que 8 ans, aucun enfant n'était né de leur union et que la jeune femme avait en son nouvel époux une figure paternelle, puisqu'il avait été l'époux de sa mère pendant sa minorité. La Cour de cassation fait donc ici une appréciation in concreto de ces situations. Mais comment se déroule un mariage? Il faut d'abord savoir que le mariage ne peut avoir lieu sans le consentement des deux époux. C'est l'article 146 du Code civil. Il se matérialise en pratique par le fameux oui que se disent les époux avant de s'offrir les alliances. Ce consentement doit être lucide et doit exprimer une intention matrimoniale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se marier pour une autre raison que l'union matrimoniale, comme par exemple pour des motifs économiques ou de naturalisation. Le consentement doit enfin être libre et éclairé, et il peut d'ailleurs y avoir nullité du mariage en cas d'erreur sur la personne du conjoint, selon un arrêt de la Cour de cassation de 1862. Donc c'est assez vieux et c'est un cas qui se présente plus vraiment de nos jours. Mais il peut également y avoir nullité du mariage en cas d'erreur sur les qualités essentielles du conjoint, à savoir le passé carcéral, la pratique de la prostitution
ou l'état de santé. Ne peut cependant être considéré comme une qualité essentielle le passé amoureux de la personne ou sa virginité. L'article 165 du Code civil précise ensuite que le mariage est célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par un officier de l'état civil. Comme vu plus tôt, le mariage religieux n'a pas de valeur juridique. Ensuite, pour résumer, les époux envoient leurs pièces d'état civil à l'officier qui les auditionne. Il y a ensuite la publication des bans dans la mairie où le mariage aura lieu et les mairies des époux pendant 10 jours. Donc l'annonce de leur mariage sera affichée afin que toutes les personnes qui voient entre les époux un empêchement à mariage aient le temps de se manifester avant la célébration. Ceux qui peuvent faire une opposition au mariage sont l'officier d'état civil d'abord, mais également un conjoint caché, la famille, un tuteur ou le procureur de la République. Il y aura enfin la célébration publique du mariage à la mairie avec l'officier d'état civil et 2 à 4 témoins choisis par les mariés. Qu'est-ce que le mariage instaure entre les époux ? Le mariage instaure entre les époux 2 grandes catégories de droits, que sont les droits personnels et les droits économiques. Les droits personnels comportent déjà le droit de porter le nom de son conjoint, femme ou homme, selon l'article 225-1 du Code civil, mais également des devoirs. Ces devoirs sont compris aux articles 212 et 215 du Code. Ce sont le devoir de fidélité qui interdit d'avoir des relations sexuelles avec une autre personne que son conjoint, ou même une attitude trop ambiguë. Il faut savoir qu'il est également reconnu comme tentative d'adultère le fait de s'inscrire sur un site de rencontre. Il y a ensuite le devoir d'assistance, qui consiste en l'obligation de porter assistance à son conjoint lorsqu'il est malade, infirme ou accablé par les difficultés de l'existence. Et enfin, le devoir de communauté de vie, qui comporte l'obligation d'avoir des relations sexuelles avec son conjoint et le devoir de cohabitation. L'obligation d'avoir des relations sexuelles ne justifie évidemment en aucun cas le viol entre époux, mais elle reste cependant une cause de divorce si elle n'est pas respectée, et il y a manquement au devoir de cohabitation s'il y a abandon de domicile ou refus de suivre son conjoint. Alors, ces droits apparaissent comme impératifs, mais il y a tout de même des petites divagations permises. Par exemple, le courtage matrimonial, c'est-à-dire le fait d'engager quelqu'un pour nous trouver un époux, est valable avec une personne mariée. Ou encore, les libéralités faites aux complices d'un adultère, c'est-à-dire des virements ou des donations, sont valables sans motif. Et pour finir, le mariage crée des liens économiques entre les époux. Il y a d'abord le devoir de contribution de l'article 214 du Code civil, conformément auquel les époux doivent contribuer aux charges du mariage, c'est-à-dire les dépenses qui agrémentent le ménage et les dépenses de loisirs, et ceci proportionnellement à leurs ressources. Il y a également le devoir de secours qui permet à l'époux qui a les revenus les plus faibles de demander à l'autre un soutien économique. Et enfin, il y a la solidarité des dettes ménagères qui concerne les dépenses entre les époux et les tiers, à la différence du devoir de contribution qui concernait seulement les dépenses entre les époux. Les 2 époux sont solidaires vis-à-vis de cette dette, c'est-à-dire qu'ils sont chacun tenus de la payer dans la totalité jusqu'à ce qu'elle disparaisse. On termine donc par un aspect un peu plus populaire qui entoure le mariage, c'est le régime matrimonial. Vous savez sûrement qu'un mariage instaure un régime matrimonial particulier. Vous pouvez le choisir dans un contrat de mariage, mais vous pouvez également ne rien décider et ne pas faire de contrat. Dans ce dernier cas, ce sera le régime légal qui s'appliquera, le régime de la communauté réduite aux acquêts, à savoir que sera commun aux époux les revenus et biens acquis pendant le mariage et seront propres à chaque époux les biens acquis avant et après le mariage, mais également les héritages. Il existe également d'autres régimes, comme le régime de séparation de biens, qui forme une cloison entre les patrimoines de chacun. Aucun bien ni revenu ni commun. Il y a également le régime de participation aux acquêts, qui est un régime intermédiaire, car les époux peuvent prétendre à la moitié des revenus et biens de l'autre pendant le mariage. Enfin, si les époux veulent totalement lier leur patrimoine, ils ont le choix entre 2 régimes. Le régime de la communauté de meubles et acquêts et le régime de la communauté universelle. Nous vous remercions pour votre écoute et espérons que ce podcast ne vous aura pas fait trop peur. Vous en savez dorénavant plus avant de faire le grand saut. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire YouTube ou sur notre page Instagram et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. C'était Hélène et Philine dans ce podcast dédié au droit. À bientôt pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, vous êtes au bon endroit.